Rochatin qui va nous expliquer comment la Société Générale, alors là c'est un autre maillon de la chaîne, met en œuvre le plan de vigilance. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par dire que je suis vraiment très contente de participer à ce webinaire parce qu'il y a maintenant plus de 4 ans, oui, ça peut être septembre 2013, je crois que j'ai participé à l'un des tout premiers webinaires de RSE et PED. Et voilà, c'était très différent à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas le même, la série de webinaires n'était pas aussi connue. Depuis, on a vu que tous les axes avaient été explorés. Je veux vraiment en profiter pour remercier RSE et PED parce que ça rend public beaucoup d'informations sur la RSE et ça donne accès à cette information à beaucoup de gens dans le monde francophone. Voilà. Donc, maintenant, je vais rentrer plus dans le vif du sujet. Alors, si j'arrive à descendre un peu. Voilà. Donc, peut-être, comme pour Pierre, commencer à faire une petite vue d'ensemble sur Société Générale. Donc, là, on est comme vous le savez, dans le secteur financier. Le groupe Société Générale, c'est ce qu'on appelle une banque universelle avec 3 pôles de métiers complémentaires. La banque de détail en France, donc voilà, les agences bancaires, enfin de moins en moins d'agences parce que le mode, avec l'évolution des modes d'utilisation, ça se fait peut-être plus sur son téléphone ou sa tablette, mais en tout cas les comptes bancaires des particuliers, etc. La banque de détail à l'international et également d'autres types de services financiers. On a par exemple des leasing automobiles, etc. Et puis ce qu'on appelle la banque corporate et d'investissement, donc grande clientèle et solutions pour les investisseurs qui va s'adresser plutôt aux grandes entreprises internationales et puis tout ce qui concerne les marchés, les solutions d'investissement, etc. Donc aujourd'hui, 31 millions de clients entre les clients particuliers, les entreprises, les investisseurs institutionnels, 147 000 collaborateurs, donc je vois qu'on est un petit peu en dessous d'EDF, mais pas beaucoup, et on est présent dans 67 pays, donc parfois au travers de banques de détail et parfois bien sûr au travers plutôt de la banque CIB. Donc quelques mots aussi sur les axes de l'ambition RSE. Nous aussi on en a 6. Ils ont été redéfinis, donc cette ambition a été redéfinie à l'automne dernier lors de l'Investor Day. Donc voilà, vous avez une représentation un peu imagée. On voit qu'il y a un socle avec trois axes principaux qui sont la satisfaction client, l'employeur responsable et puis peut-être le socle du socle. On est quasiment dans les fondations qui concerne l'éthique et la gouvernance. Alors ce qui est écrit en petit, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est y compris la gestion du risque environnemental et social. Donc on fait rentrer vraiment complètement dans cette logique d'éthique et de gouvernance. Ensuite, on a ces 2 flèches, si je puis dire. Alors, il y en a une qui est le changement climatique. Bon, là aussi, on retrouve un des axes d'EDF et je pense que c'est pas du tout surprenant pour beaucoup d'entreprises dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. On sent que le changement climatique est vraiment un axe très important de la stratégie, au-delà même presque de la stratégie RSE. Et puis, ce qu'on a appelé évolution et innovation sociétale, qui rassemble, je pense, des choses un peu plus diverses, mais qui veulent rassembler notre volonté d'accompagner la société dans ses évolutions. Donc, on va avoir, bien sûr, la possibilité, par exemple, d'aider des PME à se développer à l'international. On a tout ce qui est autour de la ville durable. On a des évolutions sociales au travers de la santé, par exemple, liées au vieillissement de la population dans certains marchés, etc. Et puis le 6e axe, alors celui-là il est complètement transversal et c'est une contribution au développement de l'Afrique. C'est un axe qui est vraiment souhaité par notre direction générale et qui est beaucoup lié au fait qu'on a une présence historique en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Donc c'est le souhait d'accompagner ce développement et de décliner vraiment les 5 autres axes par rapport à notre présence sur ce continent. Alors, je suis désolée, on n'est pas très précis parce que c'est mon ordinateur qui ne me permet pas d'être beaucoup plus. Voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet sur la loi sur le devoir de vigilance.
Je ne vais pas redétailler les cinq mesures de vigilance parce que vous avez déjà eu, je crois, 13 webinaires pour en parler et Pierre l'a fait aussi de son côté. Comme pour EDF, je pense qu'on a trouvé cette loi challenging parce que c'est quand même, elle est complexe à appliquer, et elle pose beaucoup de questions, mais on l'a vu aussi comme une vraie opportunité de rendre plus cohérent, de clarifier et de mieux structurer finalement toutes ces avancées qu'on avait fait à titre volontaire auparavant. Donc finalement c'est une espèce de stress test. Alors j'utilise un peu des termes bancaires, mais c'est comment tester notre cadre existant à la lumière de ces obligations, de cette obligation réglementaire. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas passer en détail sur les différentes mesures, mais vous voyez qu'à chaque fois, ça a été le test de la cartographie existante, le renforcement des procédures, le meilleur déploiement des actions de prévention, la mise à jour du système de mécanismes d'alerte, l'évaluation de la mise en œuvre du dispositif de mesure de l'efficacité. Ça nous a quand même obligés à nous poser un certain nombre de questions assez fondamentales et je vais en détailler au moins deux. La première question, et je pense que celle-ci elle est assez spécifique au secteur financier, c'est celle de la définition du paramètre d'application. Donc, en fait, là-dessus, on a vraiment fait de l'exégèse du texte de loi avec nos juristes, parce que, vous le savez tous, la loi sur le devoir de vigilance, elle est née avant tout du drame du Rana Plaza. La notion des opérations propres de l'entreprise était clairement intégrée dans le périmètre, également celle de la chaîne de sous-traitance à cause du fait qu'il était important d'avoir ce regard un petit peu plus précis sur la façon dont les sous-traitants, les fournisseurs portaient un risque et de la façon dont l'entreprise elle-même pouvait le gérer. Ce qui est peut-être moins clair et pour nous important, c'est la partie aval, c'est-à-dire les risques environnementaux et sociaux portés par les clients et comment finalement ils sont reliés ou pas à notre activité. Et ça, c'est une question donc qui se pose depuis quelques années maintenant, et en tout cas depuis 2011, et puis les principes directeurs des Nations Unies, donc la publication de ce texte important. Et depuis ce temps-là, finalement, le secteur financier, qu'il s'agisse des investisseurs ou des banques, s'interroge un petit peu sur sa part de responsabilité et sur la façon dont nous devons considérer en fait ces impacts environnementaux et sociaux aval. On le faisait déjà à titre volontaire, pour diminuer en particulier notre risque de réputation, mais comment finalement cela s'inscrit dans cette nouvelle loi sur le devoir de vigilance. Et donc là, on a vraiment voulu regarder le lien avec les services financiers qui sont apportés, qu'il s'agisse de financement, qu'il s'agisse de conseils ou autres, à nos clients, et la façon dont on pouvait lier en quelque sorte de façon plus ou moins directe à des impacts négatifs sur l'environnement et le social. Et pour ça, bien sûr, on est très attentif à toutes les discussions qui ont lieu aujourd'hui. Donc, par exemple, au sein de l'OCDE, le Responsible Business Conduct qui réfléchit aussi beaucoup à ça en lien encore avec les Nations Unies, mais également par d'autres acteurs, par exemple les ONG qui sont bien sûr très attentifs là-dessus. Et puis, il y a aussi une discussion au sein même du secteur financier, par exemple dans le groupe de Thun qui s'interroge sur ces questions. Alors, juste un petit point qui est à mon avis intéressant. Vous voyez que les trois piliers, ce qu'on appelle nous nos piliers du devoir de vigilance, ils sont interconnectés parce que quand on est un employé, on est un client du groupe. Quand on est un fournisseur, on peut aussi être un client, et par exemple, EDF nous fournit de l'électricité, mais également un client de Société Générale. Donc ça veut dire que potentiellement, on va se retrouver dans ce cas de figure d'être concerné à divers titres. Donc là, je reviens, donc vous allez voir, vous allez revoir plusieurs fois ce slide.
Un autre point sur lequel on s'est aussi interrogé, c'est finalement, est-ce que le cadre normatif dont on disposait, et quand je parle de cadre normatif, c'est-à-dire les engagements qu'on avait déjà pris, soit sur le pilier achat, soit sur le pilier activité, étaient suffisants au titre du devoir de vigilance, et comment, là aussi, il fallait que nous testions ce cadre normatif. Là, on s'est interrogé, par exemple, sur la notion de sévérité, puisque la loi nous dit qu'elle vise les risques sévères sur l'environnement et les droits humains. On s'est interrogé aussi pour savoir finalement quelle était la bonne façon d'identifier quels étaient les risques qu'il fallait qu'on regarde. Donc ça a été, enfin je dois dire que ça a été vraiment une demande forte de notre comité de pilotage. Je parlerai un petit peu de gouvernance tout à l'heure, parce que nous, on était un peu parti du principe qu'au fil du temps, on avait développé des politiques, par exemple environnementales et sociales, et ça avait été, bon ben voilà, c'était dans nos échanges avec les parties prenantes, c'était ce qui nous remontait, c'était ce qu'on trouvait aussi dans nos différentes initiatives. Et là, il y a eu une volonté d'être un peu plus systématique et de poser la question, d'avoir une espèce de grille au regard de laquelle on définissait quels étaient ces risques. Donc on est vraiment reparti à la source, puisque la loi ne nous donne quand même pas énormément d'éléments là-dessus. On a pris la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Organisation internationale du travail, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, parce que là aussi, sur l'environnement, c'est pas forcément très facile d'avoir des textes très généraux, très globaux. Et à partir de ça, on a regardé ce qui pouvait s'appliquer finalement d'abord au monde de l'entreprise et ensuite aux différents piliers donc aux trois différents piliers que j'ai expliqué. Finalement, on n'a pas fait un filtre énorme, on a juste vu que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, il y avait des droits qui, pour nous, n'étaient pas susceptibles d'être affectés par le monde de l'entreprise. Je peux donner comme exemple que le droit de se marier, par exemple. Donc, on s'est dit que le fait qu'on soit ou pas employé ou sous-traitant de Société Générale ne va pas, a priori, changer radicalement ça. Donc, on en a mis quand même quelques-uns de côté. Et à la fin, donc, on avait 10 enjeux relatifs aux droits humains et 6 enjeux relatifs à l'environnement. Et là, c'est là qu'on a fait défini aussi comment on allait les considérer au regard de cette notion de sévérité, c'est-à-dire autour de la portée du risque, c'est-à-dire combien de personnes, par exemple, peuvent être affectées par un risque potentiel, autour de la gravité de ce risque, et puis je crois que le dernier, c'était la probabilité d'occurrence. Voilà. Donc c'était aussi un nouveau filtre pour définir les risques sur lesquels on allait se concentrer. Et c'est cette grille-là, finalement, qu'on a fait porter, qu'on a plaqué, en quelque sorte, sur ce qu'on avait déjà développé au regard des engagements volontaires du groupe. Donc là, on a spécifiquement noté ceux qui étaient en lien avec les achats, mais la plupart sont eux-mêmes assez généraux. On retrouve par exemple un accord cadre Uni-Global Union, hein, un petit peu dans comme ce qu'a EDF également, donc une volonté aussi d'avoir une relation avec les parties prenantes. Voilà. Mais bon, pour l'instant, nous, on n'y a pas complètement fait rentrer le devoir de vigilance, mais on a bien l'intention de dialoguer avec eux là-dessus. Et donc, ça nous a permis de commencer à tout doucement à faire, alors quand je dis tout doucement, pas si doucement que ça, mais en tout cas, c'est un chantier à faire évoluer le cadre environnemental et social au regard de cette grille un petit peu de base. Donc là, on a représenté les différents piliers. Sur le pilier ressources humaines et sécurité, donc va couvrir en fait vraiment les risques de nos employés. Pourquoi de nos employés seulement? Parce qu'on est parti du principe qu'étant une banque, nos impacts sur l'environnement de nos activités propres, c'est-à-dire des établissements de Société Générale, ne pouvaient pas être considérés comme sévères. Donc c'est un préétabli. Après, on peut le discuter, mais en fait, voilà. Et donc, on pourrait en revanche avoir des risques droits humains. Et ceux-ci, ils ont été regardés au regard du qu'est-ce que c'est que le secteur bancaire et quels sont potentiellement les risques sur les droits humains portés par le secteur bancaire. Par exemple, on a dit qu'il n'y avait pas de risque associé aux droits des populations autochtones
encore une fois, ce pilier ressources humaines et sécurité. Alors ce risque, bien sûr, on va le retrouver potentiellement dans le pilier activité. C'est juste pour détailler un petit peu la méthode que l'on a prise pour faire ce filtre. Sur le pilier achat, on disposait déjà d'une cartographie qui était par catégorie d'achat. Donc cette cartographie, elle a été mise à jour et ce travail, donc il est quasiment finalisé, il a été mené en coopération avec les autres banques françaises. Ça, c'est quelque chose que la loi nous encourage à faire. Je pense que c'est très utile parce que ça permet aussi. Finalement, on peut se dire que certains de nos fournisseurs qui fournissent des services à Société Générale vont probablement aussi fournir des services à d'autres banques et que l'approche, elle soit au moins un petit peu commune par rapport à la cartographie des risques, même s'il va y avoir au final des spécificités. Ça va probablement permettre aussi de lisser un petit peu les exigences qui au final vont arriver sur le fournisseur. C'est aussi, je pense, positif d'une façon générale pour échanger entre banques, puisqu'on est censé quand même avoir des visions à peu près communes sur ces aspects. C'est pas encore tout à fait le cas sur les activités, même si on est amené à en discuter entre banques françaises sur la façon dont on gère ces questions-là. Là, l'approche, donc on avait déjà des politiques sectorielles parce qu'on pense que l'axe secteur d'activité est un axe assez prédominant sur l'identification des impacts environnementaux et sociaux, et on le croise aussi avec un axe pays à risque. Donc on est sur ce fondamental-là, secteur/pays, et c'est là que va intervenir aussi la distance en quelque sorte à l'impact que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va différencier selon qu'on est en transactions dédiées. Donc vous évoquiez les projets, par exemple, cette logique-là, lorsqu'on est en financement de projets, où on a à la fois un levier important et une capacité en quelque sorte de due diligence et un lien avec l'impact qui est plus étroit que lorsqu'on est sur un financement beaucoup plus large et beaucoup moins spécifique au niveau corporate. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien dans ces cas-là, puisqu'on a des engagements déjà au titre de la gestion des risques environnementaux et sociaux, mais on ne va pas forcément, nous, le loger dans le cadre du devoir de vigilance. Donc on cherche un petit peu à préciser ce cadre-là. Alors rapidement, parce que je ne veux pas non plus être trop longue. Là, je vous ai parlé donc un petit peu de nos interrogations par rapport à la loi et de la façon dont on s'était dit qu'on allait adapter notre cadre existant à cette loi sur le devoir de vigilance. Et je pense que les spécificités du secteur nécessitaient cette réflexion. Ensuite, une fois qu'on a défini ça, finalement, la façon dont on va mettre en œuvre l'identification, l'évaluation, la prévention, la remédiation, je pense que l'idée, c'est vraiment de s'articuler sur ce qu'on faisait déjà, tout ce qui a été développé au fil des années, mais de le renforcer dans l'attention qu'on va prêter aux différents risques et de le renforcer dans le déploiement et la capacité à pouvoir le contrôler. Donc Pierre a évoqué les contrôles et effectivement, c'est pas toujours un sujet très, très drôle, mais c'est extrêmement efficace en fait. Lorsque les contrôles sont là, que ce soit en termes de ligne de défense, etc., on sait que on aura aussi une meilleure intégration dans j'ai mon ordinateur qui me... On aura une meilleure intégration dans les process existants et une meilleure capacité finalement aussi à faire émerger des indicateurs de performance, etc., etc. Le mécanisme d'alerte, je vais être très rapide, pareil, c'est-à-dire Sapin 2, on avait un mécanisme existant, on le renforce, on utilise Sapin 2 pour faire un mécanisme commun, on va aussi faire appel à un prestataire externe pour garantir l'anonymat, etc., etc. Donc je pense que mécanisme d'alerte, Sapin de devoir de vigilance, GDPR, enfin je sais plus comment on dit en français, RGPD qui démarre aujourd'hui. Donc tout ça, ça occupe beaucoup de monde quand même dans toutes les entreprises, en tout cas les grandes entreprises françaises. Donc, mais je pense qu'au final, c'est aussi le garant d'avoir un système très efficace et une vraie remontée des alertes. Enfin, juste un mot sur la gouvernance. Donc là aussi, une vraie opportunité de mettre autour de la table beaucoup de gens dans l'entreprise. La RSE, bien sûr, les ressources humaines, les achats,
le juridique, pour nous ça a été très important, ils nous ont beaucoup aidé, la conformité, on a un programme qu'on appelle Culture et Conduite qui cherche vraiment qui permet de faire en sorte de vraiment la diffusion de tous ces réflexes de conformité et éthique dans l'entreprise, et puis bien sûr les entités opérationnelles, hein, c'est avant tout elles qui doivent mettre en œuvre. Enfin, un tout dernier, parce qu'on parle du secteur de l'énergie, donc je voulais quand même vous dire un petit peu comment on gère le secteur de l'énergie sur les deux piliers, donc le pilier activité et le pilier achat. Sur le pilier activité, on a une ou deux de plus, mais enfin quatre politiques principales, une sur le nucléaire civil, barrage et énergie hydroélectrique, centrale thermique au charbon, on a eu d'autres sur les centrales thermiques plus générales, et puis une sur le pétrole et gaz, donc là en l'occurrence ça ne concerne pas EDF, mais plus sur la partie extractive. Sur l'extractif? Encore, oui. Oui, un petit peu. Italienne. Ah oui. Donc voilà, en plus c'est vraiment un secteur important pour Société Générale, dans lequel on a des enjeux environnementaux, bien sûr, le changement climatique, tout le monde y pense, mais aussi des enjeux de pollution atmosphérique, de consommation d'eau, qui peuvent être importants, de sûreté sur les aspects de nucléaire, bien sûr. Voilà, ces politiques établissent la façon dont on fait notre due diligence, les exigences ou dans certains cas ou les encouragements en quelque sorte, ce qui nous apparaît comme étant les bons standards du secteur. Côté achat, il y a deux catégories d'achats spécifiques, donc une catégorie d'achat électricité et une gaz, fuel et carburant. De façon intéressante, finalement, elles sont identifiées à risque dans la cartographie. Donc, déjà, à risque potentiel, essentiellement du fait des impacts environnementaux potentiels. C'est aussi parce que finalement les achats d'une banque étant une entreprise du secteur des services font qu'il n'a pas tant de risques que ça dans la filière achat, et donc c'est assez naturel que ces catégories-là ressortent avec un peu plus de poids. Voilà, je vais m'arrêter là. Oui. Merci Cécile pour cette riche présentation. Donc on a plusieurs questions des participants. Une première question qui concerne les enjeux de gouvernance. Donc dans quel pilier du mécanisme, enfin de ce que tu as décrit, seraient traités les enjeux de gouvernance ayant un lien justement avec ces procédures de due diligence? Oui, bonjour. Marie-Thomas, nos présentateurs ont été déconnectés. On va essayer de voir ce qui se passe pour essayer de retrouver le plus rapidement possible leur contact. Voilà, merci de votre patience. On voit ce qu'on peut faire pour le plus vite possible les recontacter. Allô? Allô? Oui, bonjour, on vous entend, vous pouvez continuer. Oui, je sais, on n'entend pas les présentateurs, on ne les voit plus apparaître, ils ont été déconnectés. Allô, on a un petit souci parce que l'ordinateur redémarre et on essaye de vous joindre au téléphone en fait, par le service de conférence téléphonique. Bon, super, on vous entend bien à ce moment-là. Vous pouvez continuer par téléphone peut-être? Oui. Est-ce que vous super, vous entendez? merci. Allô? On vous entend très bien sur la plateforme. Ah bah super, on entend. D'accord. Bon, très bien. Je suis désolée, on vient d'avoir un petit problème technique. L'ordinateur s'est arrêté brutalement. Donc, on espère que vous nous entendez bien.
Donc, comment est traitée la question de la gouvernance et à quel moment elle intervient en fait dans les mécanismes de due diligence? Alors la question de la gouvernance, elle est globale, hein. On a donc un comité de pilotage global au niveau du groupe, donc qui rassemble les différentes entités que j'ai listées tout à l'heure et qui va couvrir vraiment les 3 piliers. Oui. On a une autre question en fait qui porte sur les financements. Comment vous assurez que les financements que vous octroyez ne contribuent pas à des violations de droits humains? Alors c'est vraiment toute la question du pilier activité, c'est-à-dire que lorsque on estime effectivement qu'on peut avoir un lien, donc c'est vraiment la question de l'identification d'abord, est-ce qu'on peut avoir un lien entre l'activité de Société Générale, et c'est pas seulement les financements, hein, ça peut être d'autres types de services, et puis un impact sur les droits humains ou un impact sévère sur l'environnement. Dans ce cas-là, on va pouvoir effectuer ou pas une due diligence en fonction du levier dont on dispose, ou bien on aura prédéfini en quelque sorte des types d'exclusion. Donc il y a déjà un certain nombre d'exclusions, c'est-à-dire un certain nombre de secteurs sur lesquels on décide de ne pas être actif. Donc c'est là qu'on est dans cette logique de mise en œuvre d'une évaluation environnementale et sociale, et c'est ce qui est décrit en fait dans nos politiques qui sont publiques. Donc je vous encourage à les consulter. Mais par rapport à ça, justement, dans les mécanismes de notation extra-financière, il y a toute une réflexion sur les critères d'exclusion. Pendant très longtemps, ont été encouragées plutôt les approches qu'on appelle best in class dans le langage, c'est-à-dire que quel que soit le secteur d'activité, on encourage les entreprises les plus vertueuses de chacun de ces secteurs. Est-ce que la loi sur le devoir de vigilance, elle peut remettre en cause cette approche en fait, et est-ce qu'on va revenir de la part du secteur financier à des exclusions plus nombreuses finalement? C'est une bonne question. Je dois avouer que je ne m'étais jamais posée comme ça. Mais c'est vrai que sur la logique, je pense qu'on est sorti quand même de la logique best in class. Maintenant, on est beaucoup plus sur une logique justement expliquez-nous ce que vous faites et peut-être que ça ne suffira pas. Donc il y a une volonté quand même d'aller plus loin et surtout d'avoir une vraie justification de la part de l'ensemble des entreprises sur déjà en amont comment elles identifient leurs risques, est-ce qu'elles sont sûres de les avoir tous considérés, etc. Et ensuite comment elles les gèrent. Donc c'est vrai que c'est plus complexe, ça oblige finalement à aller plus dans le détail de ces process-là, mais je pense que c'est vraiment toute la richesse de cette nouvelle loi que de nous obliger à gagner en maturité en quelque sorte sur les systèmes. On avait une autre question des participants sur la manière dont le mécanisme d'alerte, c'est la même question qui avait été posée à Pierre tout à l'heure, va être accessible à des tiers extérieurs, notamment aux communautés locales. Donc ça, c'est une grosse question. Alors oui, c'est une bonne question, effectivement. Donc en fait, on aura, nous, pour le devoir de vigilance en tout cas, une capacité d'y avoir accès. En revanche, c'est vrai que les lois ne sont pas tout à fait les mêmes entre Sapin 2, les exigences sur Sapin 2 et sur le devoir de vigilance. Donc la capacité d'accès, c'est clair, c'est-à-dire pour être pratique, il y aura une adresse web quelque part et on aura une garantie que les demandes associées qui seront reçues par ce canal seront gérées. En revanche, dans les détails exacts de garantie de l'anonymat, etc., là, je dois avouer qu'on n'a pas encore une vision complète sur la façon dont seront gérées les demandes sur les différents piliers. Et enfin, là, j'ai une question, sans doute qu'elle s'adresse aux deux. Et je suis désolée parce que on n'a pas pu noter toutes les questions puisqu'on n'a plus accès à l'écran en fait. Mais une des questions qui avait été posée, c'est, je l'ai reformulée de la sorte, c'est est-ce que vous pensez que la loi est indispensable pour faire avancer les choses? Parce qu'en fait, il y a certains participants
qui se sont étonnés que vous disiez qu'avant la loi de devoir de vigilance, le risque principal, c'était le risque de réputation. Or, il existe dans les principes directeurs de l'OCDE depuis le début des années 2000, enfin après la version Ruggie, le principe de complicité en matière de crimes, en matière de droits de l'homme et ainsi de suite. Donc, est-ce que vous pensez que la loi est indispensable pour faire avancer les choses par rapport aux pratiques volontaires? Juste pour dire, enfin, le type d'impact dont on parle et le lien avec ces impacts, pour une banque, ne nous aurait jamais fait tomber dans le cadre de la complicité. Hein. On est sur des choses où le lien entre la banque et l'impact sur les droits humains ou l'impact environnemental est déjà assez lointain. C'est-à-dire que si l'entreprise a un lien direct, là, pour moi, la question elle ne se pose pas. Tout ce qui était judiciable auparavant, le reste. Hein. Là où je pense que la loi nous aide, nous, équipe RSE, enfin, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est que finalement, ça a créé une nécessité plus urgente dans l'entreprise de la mettre en œuvre. Ce n'est pas du tout pour dire qu'on ne met pas en œuvre des engagements volontaires, mais c'est vrai que c'est perçu plus comme la cerise sur le gâteau. Donc c'est vrai qu'en tant que banque, on utilisait beaucoup le levier du risque de réputation, voire dans certains cas du risque de crédit, parce qu'il y a certains sujets environnementaux et sociaux qui peuvent aussi entraîner des risques de crédit. Mais c'était finalement nos deux leviers pour faire avancer les choses et pour déployer. Maintenant, une obligation réglementaire, c'est perçu différemment. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous oblige à aller plus loin. Ça peut être un petit peu compliqué, mais en même temps, c'est un vrai levier. Alors, je passe le téléphone à Pierre. Oui, moi j'ai à peu près la même approche. Hein. La loi, pour nous, ne veut pas dire que ça ait changé véritablement notre démarche. On avait déjà une démarche qui est vraiment ancrée dans l'entreprise. Par contre, à la fois ça légitime peut-être effectivement les actions de la direction développement durable qui de temps en temps pouvaient être considérées comme étant un de tourner en rond, mais aussi ça crée aussi de l'innovation et je pense que ça permet aussi de réfléchir ensemble sur la façon d'aborder les choses et je pense que dès l'année prochaine, quand on va faire le premier bilan, on va pouvoir le constater et je crois que on l'avait déjà vu, on avait déjà constaté ça avec l'accord RSE qui était aussi une motivation, un aiguillon pour faire avancer des choses. Sur les financements, alors c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais je voulais revenir. On a fait 3 émissions de Green Bond et pour financer donc, des projets sur des énergies renouvelables. Et les critères d'éligibilité de ces green bonds ont été faits par des agences de notation comme IGO par exemple. Et là, on voit que non seulement ça a attiré les investisseurs, que les conditions financières finalement étaient aussi bonnes que des prêts classiques. Et je crois vraiment que ça a été un moyen aussi de s'assurer que ces projets remplissent bien. Donc les modalités aussi de financement peuvent être aussi une source de pas seulement la loi. Alors effectivement, on a évoqué aussi les agences de notation et l'évolution des exigences de notation sur ces sujets. On l'évoquait hier. Il y a 3 ans, le questionnaire Robeco-Sam demandait simplement si on respectait la déclaration universelle si on connaissait la déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, il y a 3 pages de comment on réalise ces personnes jeunes vraiment axées sur les principes. Peut-être juste un point sur le fait que je pense que ça positionne aussi les entreprises françaises maintenant comme vraiment leaders sur ces sujets.
parce que les agences de rating, elles sont mondiales en général, hein, c'est international. Et on voit bien qu'on est en train de, bon alors peut-être qu'on en souffre, mais on est quand même en train de prendre aussi vraiment un leadership là-dessus. Alors j'avais noté une autre série de questions concernant la vérification et les audits, et je pense qu'elle peut s'adresser aussi bien à Pierre qu'à Cécile. Il y avait une première question sur quelle distinction faites-vous entre évaluation et audit? Qui réalise ces audits, comment ces cabinets sont rémunérés et sur quels critères en fait vous faites intervenir ces prestataires? Pierre veut répondre en premier. Oui, alors c'est effectivement quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années sur nos fournisseurs qu'on a identifiés à risque, soit en raison de l'activité, soit en raison du pays dans lequel ils opèrent. En plus donc des chartes, des auto-évaluations. Donc on fait réaliser par des prestataires extérieurs ces audits. C'est nous qui rémunérons ces auditeurs. Hein. Je sais qu'il y a d'autres entreprises qui font rémunérer les audits par les fournisseurs eux-mêmes. Et ça se fait sur la base d'une série d'un questionnaire très complet hein, qu'on avait construit notamment à partir d'ISO 26000 et qui aborde toutes les questions. Par contre, le traitement des résultats de ces audits, c'est bien entendu au niveau de l'entreprise qu'on le fait et en dialogue avec le fournisseur pour voir comment on peut mettre en place des mesures. Alors, sur les audits, oui. Donc nous, on va effectivement, alors ça dépend de quel pilier on parle, mais alors sur le pilier achat, on va avoir effectivement, dans certains cas, des audits sur place. On a un système, enfin donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais d'un côté, sur le pilier achat, Know Your Supplier, donc là, on va avoir une évaluation de l'entreprise qui devient notre fournisseur. Et côté activité, on est sur Know Your Customer, donc là, le même type d'évaluation sur le client. Donc qui va déjà couvrir aussi, alors on n'en a pas parlé, mais des aspects de corruption, etc. etc. Donc c'est bien sûr beaucoup plus large que les aspects environnementaux et sociaux, mais également ces aspects-là. Sur le pilier activité, par exemple, donc là, encore une fois, ça va dépendre de notre distance, hein, ce que j'ai essayé d'expliquer à l'impact, mais pour un financement de projet, typiquement, on va avoir une évaluation, une forme de due diligence qui va être reposée sur des rapports d'ingénieurs indépendants. Et dans certains cas, lorsque on est sur un cas particulièrement risqué, en quelque sorte, on parle de risque potentiel, mais où les risques sont plus élevés, peut y avoir effectivement des visites de site. L'audit et ensuite des monitorings pendant la durée du financement. Merci. On avait une question qui est dans le sujet, mais quand même un peu. Est-ce que vous avez un avis sur le charbon a-t-il un avenir après 2025? Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a énormément de campagnes des ONG, notamment pour décarboniser les portefeuilles. Est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Moi, j'avais une question, parce que je ne me suis pas présentée. Je pense. Voilà. Comment vous vous assurez en fait que les secteurs que vous quittez, parce que le fait de les quitter n'ont pas un impact dévastateur sur les populations locales, sur les travailleurs de ces secteurs-là? Est-ce que ça fait partie de vos réflexions dans le cadre du plan de vigilance? Les deux interlocuteurs se regardent. Non, sur la première question, la question du charbon, aujourd'hui, l'électricité dans le monde reste très largement carbonée. Hein, le nombre de grammes par kilowattheure pour le groupe EDF est d'ordre de 60 et peut-être de 100 pour l'ensemble des producteurs d'électricité. Donc on est tout à fait à part et dû à notre mix énergétique nucléaire renouvelable, hydraulique. Donc je pense que le charbon restera encore dans le secteur de l'énergie une source importante dans les années qui viennent.
C'est vrai que le signe qui est donné par les banques de ne plus financer ces investissements aussi est un signe très fort. Et nous, on est persuadés que, d'une part, il faut donner un prix au carbone. Et ça permettrait, par exemple, d'inverser l'ordre de priorité, notamment entre le charbon et le gaz. Le gaz n'étant pas l'énergie finale, puisqu'elle reste une énergie émettrice de CO2, mais beaucoup moins que le charbon. Mais là, on est vraiment à un niveau politique. Sur la question du charbon, effectivement, je pense qu'il y a eu un mouvement assez fort du secteur financier dans son ensemble, à la fois côté investisseurs et côté financement. Société Générale, nous, donc, on a pris une décision de vraiment sortir en quelque sorte du charbon, même si on continue à financer un certain nombre d'entreprises qui possèdent encore des centrales, mais en tout cas, plus de financement dédié sur de nouvelles centrales à charbon, plus de financement de mines de charbon. Et donc, on s'inscrit vraiment dans une logique de diminution forte du charbon dans le mix énergétique financier. Et pour cela, pour nous, c'est vraiment aussi une logique d'alignement avec un scénario de degrés. Je pense que cette logique-là, donc on parle des science-based targets, etc., elle est de plus en plus partagée. Il faut aussi qu'on ait des trajectoires qui soient mieux partagées entre les gouvernements, les entreprises et la finance. Et ça va permettre, à mon avis, de mieux anticiper les impacts qui étaient évoqués, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier les impacts potentiels de ce type d'évolution sur l'emploi. Donc il faut que ces impacts soient prévus pour pouvoir avoir cette destruction créatrice, comme on dit, qui est valable dans ce secteur-là comme pour d'autres. Alors, il y a une question qui est arrivée depuis... Oui, on avait une autre question aussi sur comment vous vous prémunissez contre le fait de ne pas faire votre marché par rapport à ces risques, puisqu'il y avait un interlocuteur qui insistait sur le fait que les droits de l'homme sont des droits indivisibles. Donc du coup, voilà, comment vous procédez à l'identification et à la hiérarchisation de ces risques? Oui, effectivement, la cartographie des risques, elle est d'abord là pour essayer de faire sortir les risques les plus importants. Donc on a, depuis déjà quelques années, construit une matrice, qu'on appelle une matrice de matérialité. Donc c'est simplement une représentation graphique de ce qui est considéré comme les risques les plus importants par rapport à notre activité, à la fois vue de l'entreprise, mais vue aussi de ses parties prenantes. Et ensuite, effectivement, il faut les hiérarchiser. Je crois effectivement que ça vient aussi du regard croisé entre l'entreprise et ses parties prenantes. Voilà, donc cette cartographie des risques, je pense que effectivement, le faire à un niveau sectoriel, c'est intéressant. Hein. On le voit dans les déclinaisons sectorielles de l'ISO 26000 ou du GRI, par exemple, ça permet de mieux cibler sur les questions qui sont importantes. Et c'est vrai que, en tant qu'industriel, on sait un petit peu où sont les risques a priori. Mais effectivement, notamment quand on va dans des nouveaux pays, sur des nouvelles activités, c'est là où effectivement il faut être plus vigilant. Ça peut être avoir recours à des outils de cartographie qui sont proposés par le marché, discuter aussi avec des parties prenantes locales. Donc là, il y a effectivement quelque chose d'un peu nouveau. Mais autrement, les risques génériques liés à l'activité, on les connaît bien, et je pense que les banquiers connaissent. Merci. Oui, et brièvement sur la notion de risque sur les droits humains, enfin que le fait que les droits humains sont indivisibles, on est d'accord. Simplement, je pense que nous, on a besoin aussi d'outils pratiques. C'est-à-dire comment on identifie là où il faut qu'on braque le projecteur. Et ça, c'est pour ça que nous, on a cette approche dans le pilier activité secteur pays, parce que finalement, ça nous permet déjà de faire un premier tri et de savoir ce qui va ressortir. Comme dit Pierre, on sait là où sont les risques. Ce qu'on a voulu faire, et utiliser pour ça le devoir de vigilance, c'est s'assurer qu'on n'avait rien oublié.
qu'il n'y avait pas de trou dans la raquette, comme on dit. Alors on fait complètement confiance à nos parties prenantes et en particulier la société civile pour nous montrer là où il y a quelque chose qu'on aurait laissé échapper. En même temps, c'était important pour nous d'avoir cette démarche un petit peu systématique et de se dire, bon ben voilà, on regarde bien là où c'est important, on est sur les risques saillants. Alors on avait deux autres questions. Une première question qui tourne autour de est-ce que les résultats des audits sont publics, puisqu'on sait que il y a des initiatives privées comme la Fair Labor Association qui avait demandé à ce que Nike, Gap rendent publics les audits, la liste des fournisseurs et des résultats d'audit. Et une autre question que je vous pose là à titre de consultante pour les représentants des salariés et les organisations syndicales, c'est comment vous vous assurez, et est-ce que vous avez une réflexion là-dessus, sur le fait que la mise en œuvre de cette loi dont on n'a pas cessé de dire à quel point elle était importante, ne va pas générer des risques psychosociaux pour les salariés de l'entreprise. Et je vous pose cette question parce qu'on est intervenu dans un comité d'entreprise où justement les salariés s'inquiétaient par rapport à tout ce qui des mécanismes de corruption. On indexait à leur contrat de travail des obligations par rapport à la détection du blanchiment d'argent, enfin tout ça, et ils disaient mais nous on n'a pas les moyens de faire ça. Donc je voulais savoir si ça faisait partie de vos discussions avec les représentants des salariés. Donc une première question sur est-ce que vous rendez public les résultats et après sur les... Alors, pour ce qui est de rendre public les résultats des audits, dans notre document de référence, tous les ans, il y a effectivement, on évoque le nombre d'audits réalisés, les secteurs et le type de manquement identifié. Par contre, effectivement, on ne dit pas c'est dans tel, éventuellement on localise le pays, mais on ne dit pas c'est telle entreprise. Et donc ça donne à la fois des informations, mais en même temps, je crois que la transparence a aussi ses limites. Si on veut continuer à travailler avec ces fournisseurs, notre intérêt c'est aussi de pouvoir dialoguer avec eux et de les faire progresser, sur ces sujets. Donc voilà un petit peu comment. Sur la deuxième question, alors ça relève plus de la direction de l'éthique et conformité, mais je n'ai pas de connaissance d'inquiétude particulière, en tout cas chez nous, sur ce type de... Et c'est vrai que en même temps, le code de conduite, avec les 8 thématiques, a fait l'objet de discussions en comité d'entreprise pour adapter le règlement intérieur. Et je sais qu'il y a des directions où effectivement il y a pu y avoir des débats, effectivement peut-être